Je suis historienne de l'art, historienne des jardins, et je suis membre et chargée de mission de l'association Noé, et en particulier du programme Jardin de Noé, qui est un programme qui a pour but de favoriser les espaces verts et les jardins en tant que réservoir de biodiversité, et en particulier de biodiversité ordinaire. Alors quand on parle de biodiversité ordinaire, on parle bien de toute la petite faune qu'il y a dans nos jardins, toute la petite flore de nos jardins, qui passe parfois un peu moins aperçue que les grandes campagnes de préservation de la biodiversité, on pense aux grands mammifères par exemple. Et ce programme Jardin de Noé a pour but de renforcer en fait un maillage territorial qui couvre tout le pays grâce justement à ces espaces verts, que ce soit des espaces verts urbains, donc des parcs urbains, des jardins privés, vos balcons par exemple, ou des zones périurbaines, voire rurales, qui vont participer à ce qu'on appelle la trame verte et bleue, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, qui permet justement à toutes ces espèces de pouvoir se développer et vivre le plus facilement possible sur notre territoire. Et avec Jardin de Noé, on a aussi pour but d'accompagner jardiniers et gestionnaires pour réduire au mieux leur impact sur la biodiversité. Et on a d'ailleurs chez Jardin de Noé de très nombreux jardins historiques et jardins remarquables. Donc je vais vous en présenter deux au cours de cette conférence, en plus du jardin Albert Kahn, qui sont le domaine de Chantilly, en Picardie, et l'abbaye de Fontfroide, dans l'Aude, à côté de Narbonne. Donc c'est déjà une piste pour vous montrer que c'est un intérêt qui commence, l'intérêt pour la biodiversité, à avoir une importance réelle aux yeux des gestionnaires de jardins historiques. Donc on approche une convergence des idées, une convergence des préoccupations. Donc très rapidement, un petit peu le déroulé de cette conférence. Je vais vous faire une introduction assez rapide, justement pour poser les jalons de ce qu'est un jardin historique, de quelles sont les législations dont il s'entoure, et quelles sont justement les législations et quels sont les classements et labels qui font entrer la biodiversité dans le monde du jardin historique. Je vous proposerai ensuite de découper notre incursion dans ce monde-là en 3 étapes qui vont en fait recouvrir les échelles du jardin, les échelles qu'il faut prendre en compte quand on étudie un jardin, son territoire, ses structures paysagères et enfin le sujet naturel, la plante, l'essence qui en fait qui est le principal objet de sa composition. Et j'ai intitulé la conclusion ouverte, puisque le but de la conférence de ce soir ne sera pas de trouver des réponses définitives à ces problématiques, mais en fait de lancer un débat, de lancer des perspectives et de rejoindre ici l'idée même qu'avait Albert Kahn en lançant ses collections et en ouvrant son hôtel au plus grand nombre, d'avoir des débats qui vont permettre de faire avancer les idées et de faire se confronter justement différentes notions et différentes idées. Trouver quelqu'un qui plaît, c'est un vrai job, hein. Donc pour introduire un petit peu cette conférence, je vais vous parler d'abord d'Albert Kahn, qui est donc le fondateur à l'origine de ce musée et surtout de ce jardin. Donc Albert Kahn est un banquier du 19e siècle. C'est un banquier qui est philanthrope et qui a une réelle vision du monde comme un monde partagé, un monde qui doit être pacifié et où l'on puisse vivre chacun au mieux, en coexistant au mieux. Et c'est une vision qu'il va essayer de retranscrire dans son jardin, qu'il crée à partir de 1895. Et c'est un jardin qui est composé de plusieurs scènes très différentes les unes des autres, qu'on va retrouver tout au long de la conférence. Un jardin à la française, un jardin à l'anglaise, 2 jardins japonais, des forêts des Vosges qui rappellent son origine alsacienne, et une serre dont vous avez une photographie à droite, une serre où vont se retrouver de nombreuses collections dont la richesse botanique va prendre beaucoup d'importance et que l'on retrouve toujours aujourd'hui. Donc, par son ancienneté, on peut qualifier le jardin Albert Kahn de jardin historique. Un jardin historique est défini en 1982 par la Charte de Florence,
qui est le premier texte qui va proposer une définition et proposer des orientations pour gérer et conserver un jardin historique. La charte de Florence se met d'accord pour dire que le jardin historique est un monument, au même titre qu'une architecture, puisque c'est une composition artistique, une composition végétale aussi, qui a un intérêt public du point de vue aussi bien historique qu'artistique. Mais là où le jardin historique se différencie d'une architecture, se différencie d'une église, d'un château, c'est qu'il est composé, dans sa grande majorité, de végétal, d'éléments qui sont à la fois périssables, mais aussi renouvelables et qui se renouvellent parfois d'eux-mêmes. Donc, comme le dit très bien l'article 2 de la Charte de Florence, l'aspect d'un jardin historique résulte de l'équilibre entre production de la nature et production de l'homme, donc production naturelle et production artificielle. Cette même Charte de Florence va asseoir quelques orientations pour conserver et restaurer ces jardins historiques, qui reprend très largement la déontologie de restauration et de conservation des monuments historiques, qui, elle, date, cette déontologie, qui a évolué depuis le début du XIXe siècle, puisque l'inspection et l'inventaire des monuments historiques est fondé en 1837. Donc, vous voyez bien qu'il y a une évolution quand même très lente pour accepter le jardin comme monument historique, comme monument artistique qui a un réel intérêt patrimonial. Mais encore une fois, cette charte de Florence va prendre en compte la particularité du jardin historique et surtout la particularité du végétal. Et donc, dans la conservation du jardin historique, il faut effectivement prendre en compte son aspect patrimonial, son aspect artistique, mais il faut aussi en prendre en compte ses caractéristiques physiques. Et comme le précise l'article 14, il faut éviter toute modification du milieu physique du jardin qui pourrait mettre en danger un équilibre écologique. Donc, dès le départ, dès ce texte fondateur, on a cette double préoccupation d'avoir à la fois un monument historique qui soit cohérent historiquement, dont le patrimoine soit préservé, mais qui a cette particularité d'être vivant et qui a donc des contraintes supplémentaires des contraintes supplémentaires à celles d'une architecture classique. Donc, si le jardin historique est un monument, eh bien, il peut être classé monument historique. Il peut aussi être classé au titre des sites remarquables par le patrimoine. C'est le deuxième sigle que vous avez sur cette planche. Un autre label qui va permettre d'asseoir cette qualité historique, artistique et patrimoniale du jardin est le label Jardin remarquable, qui est conféré par le ministère de la Culture. Et l'UNESCO aussi, le patrimoine mondial s'intéresse au jardin à travers différentes notions, notamment la notion de paysage culturel, qui est de plus en plus utilisée pour classer justement ces jardins en tant que patrimoine mondial. Et en parallèle de ces labels et de ces classements qui sont patrimoniaux, culturels, vous trouvez un grand nombre aussi de labels plus écologiques, plus penchés vers la biodiversité, qui peuvent tout à fait être appliqués à des jardins historiques. Il y a le label éco-jardin, qui est attribué à des jardins avec un certain nombre de critères qui sont parfois un petit peu rigides et qui peuvent aller justement à l'encontre de la réalité d'un jardin historique. Le label EVE, qui est proposé par EcoCert. Et il y a aussi tout un aspect refuge avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Beaucoup de jardins historiques, de par leur patrimoine souvent arboré et leur situation souvent périurbaine ou loin des villes, sont de très bons refuges pour l'avifaune.
Et les jardins historiques sont aussi un très bon terrain pour les sciences participatives. Et donc l'Office français de la biodiversité, qui gère un petit peu ces questions-là, est de plus en plus aussi enclin à explorer les jardins historiques. Et si l'on a besoin d'une dernière preuve pour assumer ces liens entre écologie et jardin historique, eh bien, nous avons la législation, avec notamment la loi Labbé qui interdit les produits phytosanitaires, donc ce sont des pesticides chimiques. La loi Labbé interdit ces produits aussi bien dans les espaces ouverts au public, qui relèvent du domaine de l'État, et depuis 2021 à des espaces verts privés, qui soient fréquentés par le public ou dans des lieux à usage collectif. Donc évidemment, les jardins historiques sont touchés par cette législation, et c'est vrai que c'est une gestion qui doit être changée quand on passe d'une gestion avec des produits, des pesticides chimiques qui sont souvent très efficaces, mais aussi qui pèsent sur la biodiversité, mais aussi sur la santé des personnes qui l'utilisent. Quand on passe de cette gestion à une gestion sans produits chimiques, c'est beaucoup de questions qui se posent. Donc voilà, nous arrivons ici à nous poser donc ces questions-là. Quelles sont au fond les contradictions qui pèsent dans cette relation? Comment peut-être essayer de les réconcilier? Et où sont justement les points de nuance qui sont encore à trouver et les pistes qu'il va falloir explorer dans un avenir sans doute prochain. Alors pour finir cette introduction et un peu commencer à répondre à cette problématique, je reviens sur le jardin Albert Kahn avec cette photographie qui montre une étape très importante dans la gestion, qui est en fait une étape même antérieure à la gestion, qui vient la préparer, qui est la réhabilitation ou la restauration d'un jardin historique. Le jardin Albert Kahn, dès les années 1930, a été ouvert au public et à la fois son aspect patrimonial et son aspect écologique ont souffert de cette ouverture au public qui était très peu réglementée, puisque de nombreuses espèces ont périclité, les sols se sont tassés, les berges des parties humides se sont érodées, les structures paysagères ont complètement disparu. Et c'est le cas de la prairie du jardin, qui a été complètement réhabilitée, qui a été complètement ressemée. Et en fait, c'est cette préparation de la gestion qui va permettre d'allier à la fois les problématiques écologiques, mais les problématiques historiques. Puisqu'en fait, il va falloir avoir une connaissance assez fine de l'état actuel du jardin pour pouvoir proposer des solutions. Donc c'est une première étape pour aller vers une association qui soit la plus fluide possible. Donc penchons-nous maintenant sur le terrain en prenant un petit peu de recul par rapport au jardin en lui-même pour l'observer au sein de son territoire. Puisque l'écologie devient un outil et un élément de plus en plus important dans la planification du territoire. Et parmi ces outils de planification se trouve le schéma régional de cohérence écologique, le SRCE, qui est obligatoire dans tous les documents de planification du territoire et qui va justement asseoir une politique de restauration et de conservation de la biodiversité. Alors à l'écran, vous avez la traduction de ce SRCE sur le territoire de Paris et de la Petite Ceinture. Et donc on parle de cette fameuse trame verte et bleue qui en fait se compose de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui maillent tout le territoire. Vous avez ici à Paris des réservoirs de biodiversité, notamment le parc de la Selle-Saint-Cloud, la forêt de Fos-Repose, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Eh bien, entre eux se trouve un nombre important de corridors qui vont faire le lien entre les différents milieux. Et vous avez ici le jardin du musée Albert Kahn, qui, comme vous le voyez, se trouve justement entre deux réservoirs de biodiversité, le parc de Saint-Cloud et le bois de Boulogne. Il fait vraiment le lien d'une rive à l'autre en plus, entre différents milieux. Et ce lien est permis par
justement la variété de milieux qui se trouvent au sein même du parc. Vous avez des espaces humides avec de nombreuses rivières, un marais aussi, des espaces de friches, d'espaces naturels, notamment une prairie sauvage dont nous avons vu la photographie de la réhabilitation, qui permet là plutôt le déplacement des insectes pollinisateurs, de la microfaune, et aussi un espace boisé qui se veut un espace forestier, donc c'est la forêt vosgienne dont je vous parlais en introduction, qui là aussi va permettre un relais entre les grands alignements d'arbres de la capitale et les forêts du bois de Boulogne et du parc de Saint. Alors en milieu rural se trouve aussi ce lien fort entre territoire et monument. À l'abbaye de Fontfroide, eh bien, le domaine comprend tout un massif qui est classé zone Natura 2000, donc une zone naturelle d'intérêt à préserver. Et effectivement, les liens entre territoire et parc sont très importants, puisque vous avez dans ce massif de nombreux milieux, des milieux ouverts, des milieux de plaine, avec des milieux couverts de bois, aussi des terres agricoles, des terres viticoles. Et donc, tout l'écosystème fonctionne très bien ensemble, puisque ce massif abrite de nombreux rapaces qui viennent parfois nicher jusque dans les bâtiments de l'abbaye. Le problème qu'il y a ici au massif de Fontfroide, c'est que ce massif est soumis à beaucoup de réglementations qui concernent les incendies. On est en plein bassin méditerranéen, dans les Corbières. Il y a donc des risques incendies forts qui sont augmentés par la fréquentation importante du public de toute cette zone. Cette réglementation du risque incendie demande aux gestionnaires de défricher et de débroussailler une zone assez importante autour de l'abbaye qui est lieu ouvert au public. Le problème, c'est que l'abbaye est lui-même classé monument historique. Les monuments historiques, il y a autour d'eux ce qu'on appelle une zone tampon, un abord, où eh bien, les travaux sont aussi soumis à conditions, soumis à autorisation. En plus, il y a autour de l'abbaye de Fontfroide des zones botaniques d'intérêt. Et donc, les équipes doivent trouver justement de nouveau un équilibre entre répondre à la législation des monuments historiques, répondre à ces contraintes de risque incendie, tout en préservant une qualité botanique importante et en évitant de rompre justement le lien qui peut exister entre l'abbaye et le reste de son territoire. C'est une problématique que l'on retrouve aussi au château de Chantilly. Le château de Chantilly, son domaine et sa forêt sont propriété de l'Institut de France. La forêt, quant à elle, est gérée par l'Office national des forêts, tandis que le domaine est géré par une équipe de jardiniers d'art, qui sont en lien avec le château. Donc la gestion n'est pas la même. La gestion d'une forêt, la gestion d'un domaine historique n'est pas la même. Et il faut trouver des points de contact, trouver un dialogue perpétuel pour assurer que les deux milieux, que les différents écosystèmes puissent continuer à communiquer entre eux et avoir une gestion qui va à chaque fois dans le même sens. Alors rapprochons-nous un petit peu plus près sur le jardin pour s'intéresser aux structures paysagères qui le composent. Alors si effectivement il ne faut pas oublier le jardin comme un tout qui se doit de fonctionner très bien à lui tout seul, eh bien il est intéressant de se rendre compte de la particularité de chaque espace qui le compose, puisque en ayant une connaissance fine de chaque espace, de son historique, de la volonté qui a poussé à sa création, on arrive à avoir la gestion la plus favorable possible. Et il arrive souvent qu'on ne puisse pas appliquer la même gestion à différents espaces d'un même jardin. Je vous montre ici deux exemples qui sont au jardin Albert Kahn, qui sont distants de quelques mètres à peu près, puisque le verger que vous avez sur la photographie à droite se trouve juste après ce mur végétal de vignes et de rosiers.
vous voyez bien que la gestion n'est pas du tout la même. On a sur le parterre de droite un gazon qui est tondu à la perfection, alors que dans le verger, on a une tonte qui est plus libre, des espaces qui sont plus libres, avec des arbres qui sont laissés en port libre, tandis que les marronniers autour du parterre de gazon sont, eux, taillés en rideaux. Donc en fait, on a vraiment une nuance à apporter dans la gestion d'un jardin, et que ce soit pour coller au mieux à une connaissance historique, à un état historique, que pour coller au mieux à une nécessité écologique et une nécessité de gestion de jardinière. Et en ayant cette connaissance fine de chaque scène, de chaque structure, on peut avoir parfois des surprises, notamment ici au jardin d'Albert Kahn, où eh bien, l'historique va nous permettre d'appuyer justement toutes ces démarches en faveur de la biodiversité. Puisque Albert Kahn, dans son jardin qu'on pourrait appeler un jardin-monde, qui évoque différentes régions, différents milieux, avait déjà pensé, c'est peut-être un peu anachronique de le présenter comme ça, mais avait pensé à une diversité de milieux qui aujourd'hui permet aux équipes de gestion de continuer une démarche de gestion écologique, puisqu'on a, dès la création du jardin Albert Kahn, un marais, qui est un milieu très intéressant, un milieu humide, qui va apporter toute une faune aquatique, avec des insectes, des coléoptères, qui vont enrichir ce milieu, qui vont enrichir le milieu environnant, qui vont se faire servir de relais, là encore une fois, dans la trame bleue. Aussi des espaces donc, de boisés, avec des espèces qui vont pouvoir venir nicher, avec une faune d'insectes très différente aussi, qui va apporter de la variété dans le milieu. Et encore une fois, cette fameuse prairie sauvage, qui est réellement un réservoir pour les insectes pollinisateurs, qui vont permettre de faire fleurir l'ensemble du parc par leur présence. Donc voilà, avoir cette connaissance fine de chaque scène, de chaque structure, permet en fait d'en adapter la gestion et parfois de mettre en lumière des caractéristiques qui vont justement appuyer une gestion plus naturelle, une gestion plus écologique. Et alors parfois l'histoire nous aide aussi grâce à des styles de jardin qui vont être plus facilement adaptables à une gestion qu'on va appeler une gestion différenciée, une gestion écologique. Je prends pour exemple le jardin anglais du jardin Albert Kahn. Donc les jardins à l'anglaise, ou jardins pittoresques, sont des jardins qui vont prendre un essor très particulier à partir du début du 19e siècle, jusqu'à l'époque d'Albert Kahn, 1895, et qui ont pour but de recréer, alors de façon tout à fait artificielle, de recréer un espace de nature, un espace naturel. Et en fait, ils vont, alors pas réellement s'opposer, mais proposer une vision du jardin très différente des jardins de Versailles, des jardins à la française, en proposant une nature qui soit complètement recomposée. On n'est pas du tout dans une idée de laisser au naturel, mais voilà, une nature recomposée pour paraître la plus originelle possible. Eh bien, en fait, justement, il est possible de s'appuyer sur ces caractéristiques-là pour mettre en œuvre une gestion écologique. Donc, vous avez ici le jardin anglais d'Albert Kahn, où la partie centrale de la prairie n'est pas tondue régulièrement. On est plutôt sur un cycle autour de 15 jours, 3 semaines de tonte pour laisser la possibilité aux graminées de pousser. Donc, à la fois de proposer des fleurs pour les insectes auxiliaires, mais aussi d'avoir un réseau racinaire plus important, une couverture plus importante qui va permettre d'enrichir le sol et qui va permettre aussi de garder un sol hydraté qui va apporter justement de l'humidité et de la fraîcheur aux grands sujets d'arbres, en particulier pendant les périodes caniculaires, où l'arbre, grâce justement à cette couverture végétale au sol plus importante, va mieux vivre les époques de sécheresse. Et sur le pourtour, sur les abords de cette prairie, là, c'est même plus une tonte raisonnée, c'est un fauchage bisannuel
qui va donc même plus utiliser de machines motorisées, mais réellement une faux, pour justement dégager les abords et permettre une floraison qui va permettre aux insectes et aux oiseaux de venir nicher, aux hérissons de venir nicher. Et cette gestion, en fait, ne va pas du tout perturber la lecture de la scène, puisqu'on a toujours cette scène qui est très identifiable, avec une prairie, une sorte de lisière d'arbres qui vient fermer la vue et créer une sorte d'entonnoir vers cette rocaille de ciment faux bois qui vient animer le fond de la scène. Donc ici, la gestion est en faveur de la biodiversité, mais permet de garder une lecture historique de la structure paysagère et de la comprendre telle qu'elle était conçue à l'origine. C'est un petit peu la même chose que l'on retrouve au parc de Chantilly, dans le hameau et le jardin anglo-chinois. Donc ce jardin est dessiné, un dessin qui est antérieur à celui du jardin Alberken, puisqu'il est dessiné à la fin du XVIIIe siècle. Et ça fait partie de ces premiers exemples de nature qui font penser à Rousseau, de nature plus proche, encore une fois, de ses origines, encore une fois très artificielle, voire peut-être même plus artificielle encore que celle que l'on retrouvera au XIXe siècle. On pense, comme comparaison, au hameau de Marie-Antoinette, avec voilà, ce faux village, avec ses fausses fermes, ces faux paysans. Ici aussi, il est facile de mettre en œuvre une gestion plus raisonnée. Vous avez les berges qui sont laissées végétales, qui sont tondues aussi de façon raisonnée, ce qui va avoir le double avantage de conserver les berges face à l'érosion, et ici encore une fois de pouvoir accueillir toute une cohorte d'insectes, d'oiseaux, qui vont pouvoir s'enrichir de ce milieu-là. Et un petit peu le clin d'œil à Versailles, à Marie-Antoinette, ce sont ces moutons qui viennent faire de l'éco-pâturage. L'éco-pâturage, voilà, encore une fois, beaucoup d'avantages en termes d'écologie, puisque, voilà, encore une fois, pas d'utilisation de matériel motorisé, le sol est fertilisé naturellement, et on contrôle aussi, grâce à l'éco-pâturage, le développement des espèces envahissantes, des espèces végétales envahissantes, puisque les brebis viennent les grignoter sans cesse, et voilà, on limite leur apparition sans user de produits chimiques phytosanitaires. Et on voit encore une fois ici que la scène et la structure est totalement lisible, et on a une sorte de petit rappel qui alors peut être jugé tout à fait aussi un peu artificiel, un peu trop poussé, mais de l'esprit qui était à l'origine de la création de ce jardin. Il peut aussi être possible d'intégrer des dispositifs au sein de ces structures, des dispositifs qui vont être utiles à la biodiversité. Par exemple, dans la lisière du parc et la lisière de la forêt vosgienne du jardin Alberken accueille un tas de bois morts. Les tas de bois morts, ce sont des petits hôtels, hein, enfin, ce sont des hôtels à insectes, en fait, quelque part, naturels, qui vont accueillir hérissons, crapauds, coccinelles, et qui vont aussi être le terrain de chasse des chauves-souris. Et placés dans un espace boisé, dans un espace qui est presque forestier, qui rappelle aux promeneurs, enfin qui a pour vocation de rappeler aux promeneurs une forêt, eh bien, ça s'intègre parfaitement. Et en plus, là, le tas de bois est placé dans un espace qui n'est pas vraiment accessible au public. Donc en fait, on a en plus une mise à distance qui permet à la fois au tas de bois de se développer en toute tranquillité et au public de l'intégrer visuellement, esthétiquement, de façon plus nuancée, plus fine. Et alors, au jardin Alberken, on trouve aussi des nichoirs à oiseaux qui sont très importants aussi dans ce milieu urbain, puisque le jardin Alberken, aujourd'hui, est entouré réellement d'une urbanisation galopante. Et c'est un bon relais, un espace qui est stable, qui est sécurisé pour les oiseaux, pour que les oiseaux puissent passer l'hiver au chaud
et tranquillement. Et encore une fois, ce ne sont pas des dispositifs qui sont choquants visuellement et qui permettent aussi de faire de la pédagogie, puisque voilà, si on parle de nichoir à oiseaux, on va parler justement de ce problème du nichage en milieu urbain et de l'importance de leur apporter des outils de protection. Alors, l'abbaye de Fontfroide a aussi mis en place des hôtels à insectes, mais alors là, de véritables hôtels à insectes, ce ne sont pas des tas de bois. Et en fait, ils s'intègrent assez bien dans ce jardin, puisque les équipes de l'abbaye de Fontfroide les ont réalisés à partir de matériaux issus des déchets de la gestion. Donc, on a une même palette visuelle, une même palette de couleurs, une même palette de textures, qui viennent vraiment s'intégrer dans cet espace sans, on va dire, couper la séquence de ces terrasses et de ces murs de pierre sèche. Alors, c'est sûr que toutes ces réflexions ont parfois leurs limites, puisqu'il y a des styles de jardin, des histoires de jardin qui peuvent ne pas se prêter justement à cette gestion. Je vous donne pour exemple le village japonais, le jardin Albert Kahn, qui a été créé selon beaucoup de principes et de concepts qui se voulaient proches du concept du jardin japonais. Alors, évidemment, dans la réalité, c'est pas aussi rigoureux. Albert Kahn n'a pas créé un jardin aussi fidèle que possible au jardin japonais, mais en tout cas, l'esprit est très présent. Les bâtiments sont vraiment, sont à l'identique de ces maisons japonaises, donc avec effectivement une philosophie, une conception qui peut être difficilement adaptable à, par exemple, une tonte raisonnée, puisque on est censé être dans un espace très épuré, avec une taille des arbres très particulière, la présence de végétaux très particuliers aussi. Dans le jardin japonais du jardin Albert Kahn, les espèces sont par exemple très sensibles à l'humidité du sol, à la nature du sol. Et bien tout cela fait qu'il est difficilement possible de vraiment apporter une gestion au-delà de la non-utilisation des produits phytosanitaires. Il est difficile d'apporter une gestion plus écologique. Avec en plus ici, dans le cas particulier du village japonais, justement ces architectures qui ont une importance patrimoniale très forte et même une importance, je dirais, encore aujourd'hui, puisqu'il y a dans ces espaces-là une maison à thé qui a été reconstruite dans les années 60-70, qui est réservée justement à la cérémonie du thé, à laquelle on ne peut pas accéder sans les maîtres du thé. Donc cela fait que c'est peut-être une structure qui peut paraître effectivement intouchable. Alors après, quelles peuvent être justement les solutions pour la rendre plus écologique, à savoir comment est-ce qu'on choisit les espèces quand certains sujets viennent à dépérir. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre cette gestion plus nuancée, même si effectivement, au premier coup d'œil, la question est plus difficile que, par exemple, dans un jardin à l'anglaise. C'est aussi la question qui se pose pour le parterre à la française du parc de Chantilly. Alors ici aussi, on a une strate historique, plusieurs strates historiques qui viennent se superposer, puisqu'à l'origine, ce parterre avait été dessiné par André Lenôtre, le jardinier de Versailles, mais il a été complètement réhabilité et remanié au XIXe siècle par le prince d'Aumale, qui a été le dernier propriétaire privé de Chantilly. Donc on a effectivement plusieurs strates historiques, mais quand le duc d'Aumale a restauré ce jardin, il l'a restauré complètement dans l'esprit qu'on se faisait, en tout cas l'idée qu'on se faisait de l'esprit du jardin de Lenôtre. Et il a donné comme clause dans son testament qu'il léguait le jardin de Chantilly à l'Institut de France que son jardin soit entretenu à l'identique. Alors effectivement, là encore une fois, comment est-ce que l'on peut
en fait associer toutes ces notions à une gestion écologique, à une gestion plus raisonnée, parce qu'évidemment, eh bien, une prairie sauvage dans un parterre à la le nôtre, historiquement, ça reste très difficile à mettre en œuvre. Des nuances peuvent être apportées en, par exemple, rapportant des fleurs, des vivaces, qui soient locales, peut-être des graminées, autour de ces parterres. On sait qu'historiquement, c'est des choses qui pouvaient se faire. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut prendre en compte, notamment à Chantilly, l'importance de l'avis du public qui visite ces parcs et ces jardins. Le parterre à la française du parc de Chantilly est réellement emblématique et symbolique. Si vous allez sur le site internet du domaine, eh bien, toutes les images sont prises avec une perspective sur ce parterre, qui donc devient, en fait, si vous voulez, vraiment le symbole et devient la vitrine du domaine. Eh bien, c'est une des seules parties du domaine de Chantilly qui n'est pas gérée de façon, qui n'est pas aussi autant gérée de façon écologique que les autres. C'est-à-dire que les espaces sont tondus très régulièrement, les arbres sont maintenus avec une taille en rideau. Donc on a vraiment quelque chose qui se veut respecter tout le jeu sur la géométrie, sur la symétrie et sur la rigueur qu'avaient mis en place les jardiniers du XVIIe siècle. Et alors dans ces questions de structure intouchable, ou en tout cas plus difficile à approcher, se pose aussi la question des savoir-faire anciens qui peuvent aujourd'hui paraître un petit peu archaïques, en tout cas plus, voilà, vraiment anciens, faisant partie d'un patrimoine quelque peu, enfin plus aussi bien adapté aux cultures d'aujourd'hui. Donc je parle notamment des arbres en espalier qui sont vraiment le symbole d'un savoir-faire, d'une technique jardinière qui a été poussée très loin depuis le XVIIe siècle. C'était des techniques qui devaient valoriser l'arbre et le rendre le plus productif possible en termes de production de fruits, et qui s'est petit à petit transformé en valorisation esthétique. Donc vous avez à gauche c'est cet arbre qui va prendre la forme d'un vase. Donc c'est une technique qui est, voilà, qui est vraiment qui fait état d'un savoir-faire particulier, d'une tradition de gestes importants, mais qui aujourd'hui est, alors, pas inutile, mais vraiment à seule visée esthétique. Pourtant, effectivement, c'est encore une fois très apprécié des visiteurs, et c'est des techniques qui font vraiment l'objet de politiques de conservation. On en retrouve beaucoup, notamment au potager du roi à Versailles, et c'est des techniques qui sont réellement, voilà, qui font vraiment partie d'un patrimoine paysager aujourd'hui important, mais qui du coup vont peut-être à l'encontre de ce qu'on imagine être une gestion plus écologique et plus respectueuse en tout cas du végétal. Alors de nouveau, petit focus sur le jardin japonais, avec justement encore ici aussi une taille très particulière qui est la taille en nuage, et qui fait aussi, qui là vient doublement appuyer ce côté patrimonial, puisque donc c'est une taille traditionnelle japonaise qui a été mise en œuvre au jardin Albert Kahn sur la volonté d'Albert Kahn, et que les jardiniers du musée continuent à apprendre, font des formations auprès de jardiniers japonais. Et voilà, donc à nouveau, c'est vraiment une taille qui est, alors, pas contraignante, mais qui vient vraiment artificialiser le végétal. Et pourtant, au final, c'est des techniques qui sont beaucoup plus douces sur le végétal que une tronçonneuse ou voilà, des outils mécaniques qui sont plus brutaux. Là, c'est vraiment une attention au végétal, vraiment au cas par cas. Et donc, encore une fois, on a vraiment voilà, peut-être cette contradiction, en tout cas, ces lignes qui ne sont pas aussi parallèles qu'on le voudrait, d'avoir des techniques qui font état d'un savoir-faire traditionnel plus respectueux du végétal dans sa fonctionnalité, mais qui l'artificialise complètement, le pousse dans des formes qui ne sont pas ses formes naturelles. Donc, là, avec ce focus sur des techniques qui viennent modifier la structure paysagère par le sujet botanique,
j'en profite pour passer à la troisième étape, nous allons nous intéresser plus précisément au sujet naturel, qui est au final soit le premier, soit le dernier composant du jardin. Donc, comme vous avez pu commencer à le voir sur les différentes photographies et les différents autochromes qui présentent le jardin Albert Kahn, c'est un jardin qui a une grande richesse botanique. C'est vrai que souvent dans les jardins historiques, il y a des collections horticoles et botaniques qui sont très riches, qui sont aussi le signe de leur époque. C'est vrai qu'au XIXe siècle et à l'époque d'Albert Kahn, on a une volonté encyclopédiste très forte, on a une volonté de collectionner très important. Il y a une vogue pour la culture botanique. Les formations en horticulture deviennent de plus en plus poussées, de plus en plus précises. Et c'est souvent pourquoi on retrouve beaucoup soit d'espèces exotiques, d'espèces rares, ou de collections de sujets vraiment très importantes. On a dans le jardin Albert Kahn une grande collection d'azalées, de rhododendrons et aussi de flamboyants que vous avez sur l'autochrome de gauche. Et alors, ce sont effectivement eh bien, des plantes qui sont parfois plus délicates à entretenir que les autres, qui sont très souvent pas du tout locales, qui n'ont pas du tout leur place dans une palette végétale locale, mais qui, justement, sont encore une fois le témoin d'un savoir-faire, le témoin d'une façon de penser le jardin, de penser le paysage. Des questions se posent aussi de savoir, bien aujourd'hui, quand une de ces plantes dépérit, comment est-ce qu'on la remplace? Si on fait le parallèle avec un monument historique, eh bien, il est toujours très difficile de remplacer à l'identique un élément d'une architecture, d'une sculpture. Eh bien, comment est-ce que l'on fait dans le jardin? Est-ce que ça a encore un sens écologiquement aujourd'hui de remplacer à l'identique des végétaux? Mais si on ne les remplace pas, est-ce que l'on ne perd pas au bout d'un moment cette richesse botanique, cette richesse de collection qui fait la particularité aussi du jardin Albert Kahn? Alors à l'abbaye de Fontfroide, la problématique est légèrement différente, puisque l'abbaye de Fontfroide a été rachetée par un industriel au début du 19e siècle, ou du 20e siècle, pardon, début du 20e siècle, et tout de suite a été mis en place une vocation d'exposition et de concours de rosiers. Donc la roseraie de l'abbaye est vraiment le témoin de toute cette culture qu'on retrouve dans d'autres jardins historiques. On pense à Bagatelle, par exemple, en région parisienne, où sont organisés des concours de rosiers. Donc les équipes ont un petit peu le devoir de conserver cette vocation-là, surtout qu'il y a encore beaucoup d'expositions de rosiéristes qui sont organisées à l'abbaye de Fontfroide. Vous avez justement au centre là, de la slide la rose de Fontfroide, qui est créée chaque année par un pépiniériste, un rosiériste différent. Donc, quand on est tributaire des rosiéristes, des pépiniéristes, eh bien, on est tributaire de leur production, qui peut être en nombre limité. Donc, effectivement, eh bien, quand les rosiers s'adaptent mal au sol, ils dépérissent, et on ne peut pas les remplacer. Donc, il faut trouver des solutions pour combler un petit peu ces manques. Il faut trouver des solutions justement pour essayer que le végétal s'adapte le mieux possible à la situation, à sa situation naturelle. C'est souvent assez difficile. Et justement, ça peut amener en fait à des contradictions. Notamment, vous voyez sur la photographie de la rose de Fontfroide, il y a un arrosage qui est très présent. Je vous ai dit, Fontfroide, on est sur le pourtour méditerranéen. Il y a des étés très chauds, des hivers qui peuvent être froids comme on est en altitude. Donc, il y a des problématiques de gestion qui ne permettent pas d'avoir un arrosage complètement raisonné, une utilisation de l'eau complètement raisonnée et une utilisation des produits, alors pas phytosanitaires, mais des produits qui vont aider la plante ou qui vont éloigner les maladies, qui est un peu plus difficile une nuance qui est un peu plus difficile à trouver. Il y a aussi au jardin Albert Kahn une question qui est presque un petit peu frustrante, c'est qu'il y a beaucoup de sources qui attestent de l'état du jardin au moment de sa création, donc les fameuses autochromes, de nombreuses vidéos aussi, des nombreux petits films qui viennent attester un petit peu de l'usage qu'on faisait du jardin Albert Kahn, du jardin de Monsieur Kahn.
On sait notamment que sur ce parterre à la française, chaque mois, les sujets étaient remplacés pour avoir une couleur différente et que le détail était parfois poussé encore plus loin, où les invités arrivaient sur ce parterre où les fleurs étaient rouges et les y revenaient après avoir fait leur promenade et les fleurs étaient bleues. Les jardiniers venaient déterrer les sujets en place pour les remplacer. Donc, avec toute cette documentation et avec la structure du parterre qui est conservée, eh bien, évidemment, on a très envie, en tant que conservateur, en tant qu'historien, de refaire ces dispositifs-là qui témoignent, encore une fois, d'une sociabilité, qui témoigne d'un mode de vie et d'un mode de compréhension et de conception du jardin. Évidemment, dans des contraintes écologiques et de protection de la biodiversité, ça paraît un petit peu impensable. Alors, quelles sont les pistes pour réconcilier ces deux idées qui ont, à mon sens, autant de valeur l'une que l'autre? Eh bien, on peut penser notamment à une gamme de végétaux qui soit plutôt des vivaces, qu'on va garder un petit peu plus longtemps que des annuels ou que des fleurs qu'on change tous les mois. On peut aussi penser à des plantes qui soient locales, à des plantes qui aient vraiment une valeur pour la biodiversité, pour les insectes. Et se développent aussi de plus en plus des labels qui vont attester de justement la traçabilité de l'origine des végétaux et de les techniques mises en œuvre par les pépiniéristes. Alors, il y a par exemple le label végétal local qui assure un petit peu la provenance de ces végétaux. Voilà, ici, on a encore une fois l'exemple de contradictions qui sont difficiles à vraiment réconcilier et à trouver le point de nuance qui permettra de conserver à la fois l'aspect historique et très important, l'aspect patrimonial, tout en allant vers une démarche plus respectueuse de l'environnement. Donc, alors, parmi ces solutions, on peut penser notamment au biocontrôle. En fait, le biocontrôle consiste à utiliser des organismes vivants ou des substances naturelles pour prévenir ou réduire les dommages que vont causer les nuisibles sur les arbres. Donc, ça peut être des maladies, des pertes de feuilles, enfin, voilà, tout ça. Et en fait, le biocontrôle peut agir soit grâce à des macro-organismes, donc des insectes, on pense souvent aux coccinelles qui viennent manger les pucerons, des micro-organismes comme des bactéries, des bacilles, qui vont prévenir l'apparition de virus sur les arbres, de maladies, ou encore des moyens chimiques comme les phéromones. Vous avez ici sur ce très très vieux marronnier du jardin Albert Kahn un piège à phéromones qui va permettre d'attirer les insectes grâce à ces hormones sexuelles en période de reproduction pour les détourner, les capturer et les détourner en fait des plantes, des sujets qu'ils pourraient ravager. Donc c'est une manière plus douce, plutôt de contrôle que de guérison sur justement des sujets qui, comme des sujets anciens, donc le marronnier du jardin Albert Kahn en plus a été déplacé au cours de son histoire d'un espace à un autre dans le jardin, ce sont des solutions douces qui permettent de réguler un petit peu ces questions-là. Puisque c'est des questions, justement, les nuisibles et les ravageurs, qui ont une importance assez forte dans les jardins historiques. On a beaucoup de buis dans ces jardins, notamment dans les jardins à la française, et le buis est attaqué depuis maintenant un bon nombre de décennies par la pyrale, qui est un papillon dont les chenilles sont très très friandes des feuilles du buis. Et malheureusement, il y a très peu de solutions, et très peu de solutions qui ne fassent pas intervenir des produits chimiques assez lourds. Donc là, le biocontrôle peut être une solution avec justement ces pièges à phéromones qui vont détourner les papillons de la pyrale avant qu'ils se reproduisent, avant qu'ils pondent et avant que les chenilles se développent. On peut aussi jouer justement sur la cohabitation des espèces. L'abbaye de Fontfroide, qui a beaucoup de buis, notamment dans la roseraie et aussi dans le cloître que vous avez à l'écran, joue avec la présence des oiseaux qui sont très amateurs des chenilles de la pyrale et donc qui sont à la fois des indicateurs quand les oiseaux commencent à venir jouer dans les buis
Ils savent que la pyrale les larves commencent à grandir, et aussi justement permettent de réguler un petit peu la population de pyrales. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir ce que l'on fait quand des buis sont trop endommagés par la pyrale. Donc il y a beaucoup de jardins historiques qui ont tenté de faire pousser des variétés de buis qui soient plus résistantes. Malheureusement, souvent, la solution est de ne pas remplacer le buis puisque la pyrale va revenir. À Vaux-le-Vicomte, par exemple, en ce moment, les buis ont été enlevés et un dispositif de miroir qui reprend le dessin des broderies a été mis en place. Il y a aussi des espèces par lesquelles on peut remplacer le buis, ou le hou, par exemple, le fusain japonais. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que souvent les jardins historiques sont ouverts au public, qu'on ne peut pas tout faire. Et par exemple, le hou peut être jugé dangereux pour les petits-enfants. Et donc, il peut être difficile, par exemple, si on a un labyrinthe de buis, et bien de replanter un labyrinthe de hou qui pourrait être un peu dangereux pour une ouverture au public. Mais il y a aussi des bons côtés à justement enrichir et diversifier les palettes végétales, puisqu'on va pouvoir introduire des plantes auxiliaires qui vont fonctionner avec des plantes aides, en fait, qui vont fonctionner avec soit les espèces qui peuplent le jardin, soit avec les autres végétaux. Vous avez à gauche un massif d'orties qui est dans le jardin Albert Kahn. Bon, l'ortie a quand même une réputation assez mauvaise. C'est urticant, certains le jugent très inesthétique. Eh bien, en fait, l'ortie, il va abriter de nombreuses chenilles de papillons qui vont ensuite éclore et aider après à polliniser. La pollinisation vont permettre d'apporter une corde d'oiseaux. Et l'ortie, on peut en plus après le réutiliser et en faire un purin qui va justement aussi après enrichir le sol, etc. Donc l'ortie qui a de nombreux désavantages, a beaucoup d'avantages en termes de biodiversité, et il peut être laissé dans des espaces qui sont peu accessibles au public. Ici, il y a devant le massif une mise à distance avec une corde, et puis voilà, qui ne vont pas être laissés complètement à l'abandon, en tout cas à une non-gestion, mais qu'on va pouvoir après réutiliser. Donc en fait, souvent, effectivement, il y a encore cette question du public qui voit parfois d'un mauvais œil une gestion écologique en ayant l'impression qu'en fait, il n'y a plus de gestion, alors que justement, ce n'est pas, ce n'est pas tout à fait ça. J'espère que vous l'aurez compris. Mais voilà, en l'utilisant et en réutilisant, en fait, en montrant que le jardin évolue, change, s'adapte aux saisons, s'adapte au cycle de reproduction des oiseaux, au cycle de reproduction des insectes, c'est aussi une sensibilisation qui peut être faite auprès du public. On peut aussi associer donc des espèces qui vont être très demandeuses, presque capricieuses en termes de gestion, notamment les rosiers, à des espèces qui, elles, vont apporter justement à la fois de l'ombre. Donc là, vous avez un exemple de lavande qui est placé dans les massifs, dans les parterres de roses de l'abbaye de Fontfroide, qui vont justement, avec leur système racinaire, permettre d'enrichir le sol, de faire des liens avec les roses, et aussi apporter toute une cohorte d'insectes, de guêpes, de bourdons, qui vont à leur tour pouvoir polliniser les roses et assurer différentes floraisons. L'avantage de la lavande, ici aussi, c'est que c'est une espèce qui est locale, et qui est une espèce qui va très bien s'adapter à un climat de plus en plus chaud, des sols de plus en plus pauvres et de plus en plus secs. Puisque nous arrivons à notre dernière question, comment va-t-on faire face au changement climatique et comment va-t-on adapter notre palette végétale au changement climatique? Donc la lavande est une bonne piste, puisque voilà, on va aller vers des saisons de plus en plus chaudes, au climat peut-être de plus en plus contrasté, des sols qui vont peut-être être de plus en plus pollués, de plus en plus pauvres en nutriments. Donc il va sans doute falloir adapter un petit peu la palette végétale pour aller vers du local, pour aller vers du plus résistant, du plus rustique. Et donc je termine sur cette vue du jardin d'iris qui a été planté à l'abbaye de Fontfroide.
puisque depuis quelque temps, les jardiniers se rendent compte que toutes les espèces non endémiques qui avaient été plantées au moment de la restauration du jardin, dans les années 2000, ont complètement dépéri, et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent vraiment face à une palette végétale tout à fait locale. Donc voilà, quelles sont les nouvelles problématiques qui vont pouvoir s'ouvrir à nous, au-delà juste de la préservation de la biodiversité ordinaire, mais aussi comment est-ce que le jardin historique va s'adapter au changement climatique. Donc voilà pour conclure cette image que je trouvais assez étonnante et qui, au final, réunit bien les deux points que nous avons abordés aujourd'hui, c'est-à-dire comment, au final, gérer des problématiques qui ont l'air, chacune de leur côté, très contraignantes, que ce soit la conservation du patrimoine, avec une législation très lourde, j'entends, et à la fois une nature qui voudrait prendre plus de place, et voilà, des idées qui viennent se confronter, mais qui, j'espère que j'aurai un petit peu prouvé ici, peuvent parfois trouver des points d'entente, des points qui vont pouvoir nuancer un petit peu les positions de chacun. Et je voudrais vraiment appuyer sur une notion qui est la connaissance fine à la fois de l'histoire d'un jardin, de sa structure paysagère, de sa structure botanique, pour justement pouvoir l'adapter au mieux. Voilà. Et nous avons terminé et je vous remercie de votre attention ce soir. Écoutez, merci Clara pour cette conférence. Alors, je vous invite, si vous le désirez, je vais couper l'enregistrement pour vous permettre de rallumer les caméras et aussi, si vous désirez poser des questions, pour pouvoir, vous pouvez tourner vos micros et les poser donc en live. Donc, j'arrête l'enregistrement.